Nous avions été enthousiasmés et conquis par la force du précédent film du cinéaste iranien Mohammad Rassoulov intitulé Un homme intègre. Rassoulov montrait l'implacable fonctionnement d'un système qui assujettit une société jusqu'à soumettre le moindre individu à des principes impossibles à contourner. Le nouveau film de l'auteur, Le diable n'existe pas, prolonge les réflexions soulevées par Un homme intègre et compose une variation formelle et narrative sur un même thème récurrent, celui de l'oppression, pour mieux questionner cette fois le comportement moral de l'individu lorsqu'il est inféodé par un régime totalitaire. Le film évoque, au fil de ses séquences, aussi bien Hannah Arendt, la référence est revendiquée par l'auteur d'ailleurs, que Tu ne tueras point de Christophe Kieslowski, voire Hunger de Steve McQueen ou même Jean Quirol et le texte de Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Dans ce dernier, une phrase et une voix, celle de Michel Bouquet, entêtante, disait Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher, peuvent conduire à un camp de concentration. Ici, fini les paysages, les routes, les vols de corbeaux et autres moissons ou villages de vacances. Place à l'homme. Le diable n'existe pas est moral, philosophique. Il prend l'aspect d'un recueil puisque le film est constitué de 4 fables filmées différemment mais reliées par un thème transversal, la peine de mort. Citer Jean Quirol ici n'est pas anodin puisque les individus filmés par Rassoulov sont soumis à un choix complexe. S'il peut nous paraître, dans notre confort occidental, aisé de déterminer où se situent les limites de l'acceptable dans ce qui nous est demandé de faire, il n'en va pas de même en fonction du pays où l'on réside. Dans certains cas, le choix chevaleresque de la désobéissance n'a rien d'évident puisqu'il s'accompagnera toujours d'une contrepartie à payer. En fonction de vos choix, votre vie bascule, et parfois définitivement. C'est ce qui arrive aux 4 personnages principaux de chaque partie du film. Le propos de Rassoulov est complexe. Le fond aussi, puisque le sujet soulève des débats que l'on croyait pourtant révolus sous nos latitudes. La peine de mort. La chose n'est sans doute pas entendue pour tout le monde, même chez nous. En Iran, la pratique s'exerce de manière intensive, à tel point qu'il est fait appel à l'armée, incarnation universelle d'une servilité aveugle à un pouvoir, quel qu'il soit, qui contraint ses appelés du contingent à se transformer en bourreaux. C'est là que le choix intervient. L'individu ne peut se soustraire aux ordres donnés sous peine de différentes représailles, administratives, liberté individuelle, pression familiale, etc. Toute objection a des conséquences, mais il est toujours possible de refuser ce qui est inacceptable. La principale qualité du film tient dans les contraintes fixées par le statut de Rassoulov en Iran. Un homme intègre, son précédent film, lui a valu une condamnation à son retour de l'étranger. À l'image de Jafar Panahi, Mohammad Rassoulov a été condamné par les autorités iraniennes en 2019 à 1 an de prison ferme. À cette peine s'ajoutent 2 ans d'interdiction de sortie du territoire et la défense de participer à la moindre pratique qui permettrait à Rassoulov d'exister aux yeux de la société iranienne. Lui, Mohammad Rassoulov, a choisi. Il a dit non. Son refus d'obtempérer se matérialise par un film, qu'il n'a plus le droit de faire. Et ce film, c'est celui qui est visible actuellement sur nos écrans. Le diable n'existe pas. C'est beau un homme qui résiste, un homme qui a dit non, un homme qui va au bout de ses idées, un homme qui choisit son camp, qui choisit une position morale qu'il sait assurément être néfaste à son intérêt personnel et familial. Mais Rassoulov fait son film, enfin 4 films qu'il avait imaginés, dès le départ, regroupés en un seul. Le diable n'existe pas. Pourquoi 4 films ? Simplement parce que chacun est une sorte de court-métrage en soi et que la censure iranienne est moins attentive sur ce qui se passe autour de la production des films courts. L'idée transversale du film est venue par hasard. Un jour, Rassoulov aperçoit dans la rue quelqu'un qui fut l'un de ses tortionnaires quelques années plus tôt. Il enrage, le suit et pendant la filature, au bout d'un moment, l'émotion cède le pas à la réflexion. Si le cinéaste sait de quoi il retourne quant à cet individu qui paraît d'une banalité à toute épreuve, qu'en est-il du reste de la société ? Qu'en est-il des autres personnes qu'il croise pendant cette filature ? Qui sont-ils ? Car l'homme en question se fond dans la foule. Il est comme tout le monde. Il est un homme masse. C'est dans cette réflexion qu'intervient la pensée d'Hannah Arendt. Elle qui fut horrifiée de découvrir qu'Eichmann n'avait pas l'aspect d'un monstre mais d'un homme commun, d'un bureaucrate comme il en existe de partout, comme nous en connaissons tous. Hannah Arendt arrive à la conclusion qu'Eichmann était un employé zélé qui voulait faire du mieux possible son travail afin de bénéficier des largesses de ses supérieurs, comme n'importe quel individu soucieux de faire carrière. Horrible. Répugnant, car le constat conduit à penser que les actes d'Eichmann sont le fruit d'une monstruosité qui a contaminé toute une population pour devenir, in fine, une norme, une logique, un principe standardisé de la déshumanisation de l'autre. Comment montrer cette monstruosité ordinaire ? L'idée traverse l'esprit de Rassoulov. Un film qui aurait pour cadre le quotidien iranien dans lequel se joue presque tous les jours la vie d'une personne et montrer que ces mesures concernent tout le monde. Le film est fait de 4 propositions philosophiques, 4 fables, 4 univers individuels différents, pourtant réunis par une injonction similaire, tuer au nom de l'État iranien. Le film se veut pluriel.
Alors Rassoulov adopte 4 partis pris esthétiques différents. La première partie du film est à l'image de ce que nous connaissons du cinéma iranien traditionnellement. La caméra enregistre un quotidien pénétré de questionnements, émergence sonore, dialogue, cadrage, montage, etc., qui souligne son étrangeté ou qui le singularise. Puis, dans un geste qui s'enrichit du rapport particulier qui existe historiquement en Iran dans les liens qui unissent le texte à l'image, le film distille quelques situations sujettes à interprétation. Les suggestions de mise en scène invitent à imaginer les liens de causalité entre ce qui est vu à l'image et ce qui se déroule réellement. Le questionnement n'est pas autarcique. Rassoulov interroge aussi le spectateur. Que voyons-nous? Qui sont ces personnages? Et là, de prendre conscience qu'il ne faut pas se laisser aller, ne pas se précipiter sur l'impression première, attendre et décrypter, réfléchir. Le ton est donné. La seconde partie sera plus claustrophobique. Elle a pour but de ne pas permettre à son protagoniste principal de se soustraire aux injonctions qui lui sont faites. Les cadrages se referment sur un espace déjà clos au départ, une caserne. 6 types sont désignés. Ils seront des bourreaux avec chacun un rôle à jouer. Débat dans la chambrée, silence, foule passive, donc complice d'un pouvoir qui décide pour autrui. Personne n'est choqué de ce qu'il leur est demandé. Enfin si, un se distingue. La mise en scène nous le donne à voir, petit à petit. Pouya n'est plus filmé comme les autres. C'est le 12 hommes en colère de Lumet qui se joue à nouveau sur l'écran selon une logique iranienne. Ce sera plus radical, donc. La troisième partie sera plus aérée. Nous sortons des espaces refermés sur eux-mêmes. On pense à Kiarostami. Le vent nous emportera permettait à l'individu paumé et prisonnier d'une logique qui l'éloignait d'un rôle social digne de ce nom, de s'étalonner au contact de la nature. D'abord indifférent, la sensibilité de l'homme se réamorçait au fil du temps et des quelques épreuves initiatiques auxquelles le personnage était soumis. C'est un peu ce que propose d'explorer Rassoulov dans cette partie du film. C'est au contact de la nature, le seul monde qui vaille, le seul qui peut se permettre de juger, que se dit le drame de Javad. Le parcours est symétriquement opposé à celui de la seconde partie. Les mots sont identiques, mais le choix n'en est plus un. Tout est acté. Il convient alors de vérifier avec quel brio Rassoulov traduit par la mise en scène l'entreprise qui est à l'œuvre dans l'esprit du personnage et ses résonances sur la réalité qui l'entoure. Imparable. Le cinéma devient une mécanique qui dit l'écart entre l'homme fait de raison, celui qui résiste, et celui qui cède, celui qui abandonne. Et la nature se fait l'écho du destin. Et la représentation du drame intérieur. Car Le diable n'existe pas est aussi un film sur l'abandon. C'est le cas dans la 4e partie de Bahram, un médecin qui vit au milieu de nulle part. Incompréhensible. Non, pas tant que ça. Il a choisi. Sa nièce ne comprend pas. Il lui racontera. Ici, le film reprend ses distances et privilégie des plans plus larges pour encore plus réduire l'individu à sa frêle condition. L'effet est identique que celui initié par le choix des cadrages serrés de la 2e partie. L'homme est isolé. Il vit seul, loin du monde qu'il ne peut habiter. Le choix fut âpre, complexe. Rester digne ou épargner les gens que l'on aime. Bahram parle. Il sait ce qu'est la marge, comme Rassoulov. La marge, c'est ce qui distingue l'humanité de la monstruosité. Rassoulov sait aussi que le diable n'existe pas, que le diable n'est qu'un prétexte à tous les délires et aux pires exactions. Le mal est tapi en chacun de nous, là, au fond. Et il ne demande qu'à surgir, et pour le chasser, il suffit de dire non. De perdre, sans doute beaucoup, mais de gagner encore plus. Ne serait-ce que dans la considération de soi.